faisons un lien, mais même BFM l'a dit, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Nous, on a la chance d'avoir les données en fait les plus précoces sur les épidémies, qui sont celles données dans les eaux des égouts, sur l'excrétion virale dans les eaux usées, ce qui est un élément très important qui devrait nous faire réfléchir sur les modes de transmission de cette maladie et sur le fait d'insister plutôt sur le fait de se laver les mains et de faire attention à l'eau qu'au masque. Mais donc les marins. Donc pour vous, ça n'a rien à voir. Le confinement et le couvre-feu n'ont rien à voir avec la baisse des patients et la baisse des réanimations. Toussaint et Alter l'ont démontré dans Frontiers la semaine dernière. Le confinement n'est pas un critère qui influence d'une manière quelconque la mortalité ou la dynamique épidémique. Mais alors pourquoi Les marins-pompiers ont fait un travail qui est très, très intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont allés rechercher le virus dans les égouts. Et donc en surveillant ce virus dans les égouts, ils ont tracé en gros une quantité de virus dans les égouts. Et donc en travaillant avec eux, nous on a corrélé ça avec le nombre de patients. Et donc c'est assez fascinant parce que c'est très 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 bien corrélé. On voit juste quelque chose qui n'est pas corrélé, c'est amusant, c'est-à-dire on voit une baisse du virus dans les égouts et ça colle exactement avec la rentrée scolaire, c'est-à-dire les touristes sont partis de la ville et donc on a une baisse du virus dans les égouts et puis après on le voit monter doucement, arriver à ce qui est le pic, et là on arrive au pic, et après le pic on voit que ça descend. Et ce qui est fascinant quand même, c'est qu'on voit que ça descend bien avant qu'on mette en place les mesures de confinement, même pire, c'est-à-dire quand on va mettre le confinement, on voit que ça va remonter, c'est-à-dire il est probable que le confinement fait que les gens vont se retrouver chez eux et vont se contaminer entre eux, et donc ça fait ce petit rebond, et après, hop, ça continue à redescendre. Donc on voit finalement que qu'en surveillant les égouts et certains points des égouts, on peut avoir une vision assez très 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 précise de l'évolution de l'épidémie sans tester beaucoup de personnes. Voilà, et donc c'est un outil qui va être très utile, je pense, dans le futur. Apparently Denmark have been protesting en masse with pots and pans outside their parliament. Now this is not mentioned anywhere. I've found just 2 clips from all of this to show you, and it doesn't surprise me that the media are trying to block this out because it just doesn't follow their narrative. Because it shows if you collectively say no, then you can get them to change their minds, to get them to step back. And there being absolutely no mention of this anywhere in the mainstream media, in any country as far as I can see. Nothing about the 9-day pots and pans protest and nothing on the back down. For anyone who still thinks there is nothing strange going on, don't you think this deafening silence is unusual? Anyway, here's some clips. Alright, quick update, guys. They've thrown the epidemic law in the ban. Yes! Grâce à cette peur, ce temple de la trouille qui se met en place, cette religion de la trouille, on peut tout faire, et notamment se ridiculiser à un point quasi inimaginable, notamment avec l'histoire des gendarmes et des policiers à Albi, à la gare routière, pour empêcher les gens de partir en week-end. Vous voyez? Voilà où sont les forces de l'ordre. Si vous voulez faire un braquage de banque, c'est le moment, les voyous. Hein. Il y a plus personne dans les commissariats. Ils sont tous à la gare routière ou à la gare ferroviaire. Voilà. Et ils contrôlent quoi, monsieur? Vous allez où? C'est débile, mais mon Dieu que c'est bête. Mon Dieu que vous êtes bête. Oh là 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 là, que c'est con tout ça, que c'est ridicule, que ça va rester dans les annales de l'histoire comme l'action la plus stupide de toute l'histoire de l'humanité. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a eu une fusillade à Bassins avant-hier, il y a 3 jours. Et en fait, c'est des gars entre réseaux. Il y en a, ils sont sortis de prison, ils voulaient récupérer leur réseau. Les autres, ils se sont vengés. Je connais toute l'histoire à peu près. On me l'a raconté. Et ils sont arrivés 7 gars, armés tous d'une Kalachnikov. Ils ont tiré sur tout le monde à 50 mètres à vol d'oiseau du commissariat de la BAC Nord. Voilà ce qui se passe en France aujourd'hui. Ils les ont pourchassés sur l'autoroute, ils ont tiré sur les flics, ils les ont rattrapés 5 d'entre eux dans une villa à Gignac ou je ne sais plus où le lendemain. Donc, on a des guerres des gangs du cannabis. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit, les policiers, si ce n'est quand c'est trop tard. Ah oui, quand il y a une fusillade à la calache, ça c'est sûr qu'ils arrivent, les flics. Ils sont obligés, sinon il y aura 40 morts. Mais il fallait les en empêcher, non? Il fallait empêcher les armes de circuler, le trafic de prospérer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire, par contre?
Ah oui, pour faire les barbeaux sur les gares routières, gares ferroviaires, là, ils sont forts pour contrôler une attestation. Vous n'avez pas honte, franchement. Franchement, vous n'avez pas honte. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Bref. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez transmettre le virus. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents, de mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers. Vous savez, le pervers, il a été manipulé enfant. Il n'a pas été vu. Il n'a pas été reconnu. Donc, il a construit en lui un logiciel de perversion. C'est-à-dire un logiciel où il va vouloir quelque part se venger du père. Tuer le père, tuer l'autorité, tout ce qui se dresse devant ses projets. C'est le cas avec le professeur Raoul qui se trouve sur son chemin, qui dit la vérité, qui annonce que tout ça, c'est complètement farfelu, extravagant. Mais ce discours-là, il ne peut pas l'entendre. Donc, il faut tuer le professeur Raoul. D'un point de vue psychanalytique, tuer le professeur Raoul, c'est l'éliminer, le sortir du circuit. C'est ce qui se passe en ce moment. En ce moment où on accuse le professeur Raoul, quelque part, de perfidie. J'ai vu que dans les accusations qui sont portées contre lui auprès du Conseil de l'Ordre des médecins, j'espère qu'ils ne vont pas marcher dans cette combine, il est qualifié de charlatan. Charlatan. Mais pourquoi pas de sorcellerie aussi, tant qu'on y est. Mais vous voyez, ça, ce sont des signes intéressants. Parce que ça montre les motivations réelles du gouvernement, mais je dirais surtout de Macron et de quelques sbires qui sont autour de lui. On voit bien qu'il y a tout un tas de gens, son ancien Premier ministre est parti, je veux dire, il doit être content, il doit souffler, parce qu'il doit se dire « Oh là là, je suis sorti de cette folie totale ». Et aujourd'hui, le nouveau Premier ministre, évidemment, est plutôt dans l'esprit de M. Macron. Ne pas laisser d'obstacle en face de lui. Telle est la logique du pervers narcissique, qui a besoin d'être vu, d'être reconnu, de manipuler, de punir aussi, comme il a été puni enfant, parce qu'on ne l'a pas vu, il n'a pas été vu. Ce sont des parents qui ne voient pas leurs enfants, qui les ignorent, qui les tuent symboliquement d'une certaine manière. Ils les tuent dans leur personnalité, ils tuent leur moi, c'est-à-dire ils n'ont plus aucun moi à exprimer. Ils n'ont que l'autre, comme dit Lacan. L'autre qui est évidemment la haine de l'autre. À l'époque, bon, j'étais chauffeur de limousine, on appelait ça chauffeur de grande remise. Et la secrétaire de la boîte pour laquelle je bossais, qui s'appelait Paris Major Limousine, me montre une couverture de, je crois que c'était le magazine Challenge, et c'était Macron en photo dessus. Elle me dit, voilà, demain tu vas avoir ce client-là, peut-être pour 2 jours. On va te demander d'être le plus patient possible parce que c'est quelqu'un de spécial, gna 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 gna. Et j'ai eu de la chance parce que le jour-là, il n'y avait pas de problème de bouchon dans Paris. Je lui ai fait faire ce qu'on appelle un roadshow, c'est-à-dire je l'emmenais dans des centres financiers un peu partout dans Paris. Et dès qu'il y avait un petit ralentissement, il disait tentez de vous échapper, s'il vous plaît, tentez de vous échapper. Il avait une espèce de phobie du bouchon. Et il y a un de mes collègues qui m'a dit qu'on aurait un de nos anciens collègues qui l'a planté, c'est-à-dire que Macron lui a demandé de prendre un sens interdit pour se tirer d'un bouchon. Et le mec, il a arrêté la voiture, il a donné la clé, et il l'a planté, il l'a laissé avec la voiture, il est rentré au bureau comme ça en lui laissant la voiture entre les mains. Voilà. Donc, si j'avais pu lire dans le mar de café, j'aurais peut-être pu... Qui vont à l'hôpital. Et l'autre chose que je dis, c'est qu'on peut faire des systèmes alternatifs et qu'il est question, à mon avis, dès maintenant, de préparer une 3e épidémie, puisque Attali nous l'a prédite. Les épidémiologues s'y trompent, mais Attali, lui, le sait. Donc, préparons-nous, et il y a moyen de faire beaucoup plus intelligent sans nuire à la liberté des gens. Les restaurateurs les gens vont mal, en fait. Regardez les effets collatéraux de la politique sanitaire. L'ANSES le souligne. Les enfants, en fait, sont en train d'être en surpoids, sont en train d'avoir des troubles du sommeil, de l'anxiété majeure, des troubles de l'apprentissage. 1/3 des étudiants sont en détresse. C'est pas moi qui l'invente, en fait. Non, mais ça s'entend encore et on en a souvent parlé. Sans signe grave, contactons notre médecin traitant.
N'appelons le SAMU et ne nous rendons à l'hôpital qu'en cas de forte fièvre, de difficulté à respirer, sans quoi ils ne pourront faire face à la vague de cas graves qui déjà se profile dans certaines régions. Faisons preuve, au fond, d'esprit solidaire et de sens des responsabilités. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Au cours de cette présentation, M. Macron a pris visiblement un plaisir que je qualifie précisément de sadique à égrener, sans la moindre justification scientifique, une série de mesures ubuesques, conventionnelles, artificielles, avec des limitations sorties d'un chapeau, des mesures qu'il a décidées tout seul avec lui-même. Il ose parler de larges consultations, mais c'est vraiment se moquer du monde. Donc effectivement, nous sommes vraiment opposés aux différentes mesures qui ont été faites autour des masques chez les enfants notamment. Là, on pense qu'il y a vraiment un problème presque de perversion, autour des tests en population générale et autour de la façon dont ont été organisées les choses autour des médecins généralistes. Non, mais c'est vrai que sur les enfants, de manière non violente, en tenant le rapport de force pour faire jaillir de la discussion. Et pour qu'il y ait de la biodiversité dans les opinions, c'est très bien qu'on soit pas d'accord, parce que vous allez m'apprendre des choses, je vais vous apprendre des choses, et on va arriver à quelque chose qui est modéré. Il y a beaucoup de choses que je peux entendre. La seule chose de ce que vous avez dit ce matin que vraiment je peux pas entendre, c'est quand vous dites écoutez ce qui se passe à l'Assemblée nationale pour comprendre les décisions qui sont prises sur le Covid-19. Je trouve que c'est la limite du raisonnement. En revanche, je voudrais qu'on écoute... Je peux vous dire une chose, vous avez vu, Barbier a concaténé l'idée de vaccination à l'idée d'une espèce de crédit social à la chinoise, en fait, sur quelque chose d'assez nauséabond qui reprend ce que disait Foucault sur le biopouvoir. Il faut arrêter de se masquer derrière son petit doigt. Votre petit doigt est pas assez gros, monsieur Pro. Il faut regarder en face. Non, mais je me fiche de ce que dit Barbier, je l'aime beaucoup, mais bon, Barbier, vous parlez de Barbier, monsieur Barbier, l'homme à l'écharpe rouge, c'est ça, mais bon. Donc, les gens ne comprennent pas, ils ont raison de ne pas comprendre ces mesures qui sont délirantes. Qu'est-ce que c'est que ce virus qu'il semble que l'on ne peut pas attraper dans une boulangerie ni dans un bureau de tabac, mais que l'on attraperait dans une librairie? Enfin, c'est vraiment se moquer du monde. Ce sont des décisions qui n'ont aucune cohérence et dont on a l'impression que le fil conducteur, c'est simplement une volonté d'imposer des décisions par une espèce d'autoritarisme, ou volonté de faire se soumettre une population à des décisions délirantes. J'en ai déjà... Opportuniste. Il a été opportuniste en 2017. Il l'est pour tous les événements qui se présentent devant lui. Comprenez bien, si vous voulez une réponse, et vous la connaissez cette réponse, au confinement, que le confinement n'est que le résultat de ses propres peurs. Il a eu très peur quand les Gilets jaunes, en reprenant l'idée d'une révolution douce qui avait été mise en œuvre en 2017, cette révolution douce, les Gilets jaunes ont continué dans le sens de la démocratie. Et regardez que c'est allé très loin, parce qu'évidemment, il y a des radicaux qui se sont mis autour et qui ont après amené de la violence. Mais la violence qu'impose Macron a une autre violence physique qui a été imposée par certains citoyens et citoyennes qui en ont ras-le-bol. Débordement des Gilets jaunes. Mais en tout cas, regardez que ça marchait, parce qu'ils ont eu très peur. On n'a été pas loin d'un coup d'État. C'est évident qu'on n'a pas été loin d'un coup d'État. Pour pas que ça ne se reproduise, Macron a saisi l'occasion de confiner les gens. Pour lui, ce coronavirus est une aubaine, parce que grâce à lui, il peut justifier ses actes, punir les citoyens et les citoyennes, les tenir en laisse, éviter qu'ils sortent et manifester dans les rues et qu'ils mettent en péril, en danger, son État. Son État qui est devenu finalement dictatorial, à son insu. Parce qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train de créer une dictature. Mais il va y avoir, bien sûr, une réaction. Action, réaction. J'ai vu ces dernières heures des phénomènes de panique en tous sens. Nous devons tous avoir l'esprit de responsabilité. Il ne faut pas que les fausses informations circulent à tout va et éviter l'esprit de panique, de croire dans toutes les fausses rumeurs, les demi-experts ou les faux sachants. La parole est claire,
L'information est transparente et nous continuerons de la mener. Le complotisme est le résultat de cette défiance. Le complotisme, c'est la traduction de cette défiance qui vient d'une fait de ne pas croire à la parole publique, comme à la parole privée. On est d'ailleurs dans une société où la loyauté n'est plus une valeur. C'est d'ailleurs très profond, le fait que la loyauté n'est plus une valeur. Comme dans une société de liberté, on fait une idéologie de la liberté absolue. Qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est que j'ai le droit de changer d'avis. Donc, j'ai le droit de ne pas être loyal, puisque j'ai le droit de changer d'avis. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que les contrats sont de plus en plus brefs, y compris les contrats familiaux ou les contrats de toute nature. Maritaux. Donc l'extrême de la liberté pousse au discrédit de la confiance. Et toujours dans ce sujet, dans les Échos, où vous tenez une rubrique hebdomadaire, vous expliquez que les incertitudes de cette crise, c'est le prolongement de ce que vous venez de dire, font que, je vous cite, elles font surgir des personnages qui se prétendent capables de rassurer les fameux gourous. Oui, les gourous qu'on a vus de tout temps, les gourous ou les complotistes de toute nature qui vont vous dénoncer des complots imaginaires pour faire surgir, se mettre en valeur. Oui, alors, dernière cerise sur le gâteau, M. Macron a pratiqué la dénonciation du complotisme. Voilà, c'est le truc complètement éculé, hein, c'est-à-dire dès que vous commencez à vouloir exercer votre esprit critique, à demander des comptes, à ce moment-là, on vous dit « Oh là là, je sens que vous êtes complotiste ». Bon, M. Macron... Je vous le dis, comme je l'ai dit, comme beaucoup de gens maintenant le disent à tous les médias, ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Ça pouvait encore intimider les gens il y a 7 ou 8 ans. Maintenant, l'affaire du complotisme pour interdire toute opposition et toute critique, ça ne prend plus. Oui. Mais ce qui nous inquiète, c'est que... On voit ces gourous partout et on voit ces complots partout. Sauf que c'est un peu comme le trumpisme pour les États-Unis. La pandémie ne va pas durer, mais le complotisme et le manque de confiance, le conspirationnisme, ne va pas disparaître avec le vaccin. Non. Mais le conspirationnisme, ça renvoie à des choses aussi extrêmement profondes. Sans être pédant, si on vient à l'Antiquité, on a toujours, dans l'humanité, cherché une cause unique des choses. Depuis Aristote au moins. La science est fondée sur cette recherche d'une cause unique des choses. Le monothéisme est fondé sur la recherche d'une cause unique des choses. Le bien, Dieu c'est le bien. Parfois on cherche la cause unique du mal par le diable. Donc le conspirationnisme, l'idée d'une cause unique qui rassemble l'humanité dans cette recherche de simplicité de tous les temps, est là. Et le complotisme n'est qu'une version affadie de cet idéal humain de l'unité du bien et l'unité du mal, qu'on trouve avec les protocoles des sièges de Sion au XIXe siècle, qu'on trouve Aujourd'hui, on en a quelques versions qui sont amplifiées par les réseaux sociaux, mais qui s'inscrivent dans cet invariant humain qui est la recherche d'une cause unique. En science, moi qui suis d'abord au départ un scientifique, il y en a cette obsession de la cause unique. On l'a en physique, on cherche la cause unique des choses avec l'atome infiniment sécable qui est la cause de tout. Mais il y a aussi cette cause unique du mal et qu'on retrouve dans les versions les plus élémentaires de l'ignorance complotiste. Mais pourquoi est-ce qu'on nous pose ce genre de débat aujourd'hui, si ce n'est pas pour préparer ce qui risque de se produire dans les prochains mois? Qu'en penses-tu? Merci de me montrer tout ça, parce que moi je savais pas que ça allait être discuté au Parlement, et donc effectivement, c'est-à-dire que tout ce que disaient ceux qui étaient étiquetés complotistes il y a 3 mois, c'est en train de se passer, quoi. Donc ça fait un peu flipper, quoi. Pourtant je suis quelqu'un d'assez calme en fait, naturellement, et j'ai pas peur de grand chose. Mais effectivement là, et je voudrais dire un truc, c'est que les prémices sont faux en fait, c'est-à-dire qu'on vous présente les choses dans une espèce de hold-up démocratique toujours. Par exemple, quand on vous dit le vaccin doit-il être obligatoire? Mais attendez, on n'a déjà pas parlé du vaccin, quoi, et de ce qu'il est bien, etc. Et on n'a pas mis les prémices qu'il faut, quoi. C'est un peu comme si je vous disais, tu préfères être perfusé sur la main gauche ou la main droite? C'est ce qu'on appelle le choix illusoire. Tu préfères le confinement ou un couvre-feu? Mais non, moi je veux rien de tout ça. Donc là c'est un peu pareil, c'est de toute manière t'as pas le choix. Et c'est intéressant de voir aussi, tu montres développement durable. Développement durable, ça sonne bien. Moi, j'étais très écolo, hein, j'ai été très impliqué dans des mouvements même assez durs au niveau écologique, et donc je connais bien ce milieu-là, je connais bien ces gens-là, et j'en fais encore partie hein, d'une certaine manière. Par contre, pour moi, ils peuvent arriver à la même chose, c'est-à-dire une espèce de Khmer vert. Devenir des gens qui vont essayer d'imposer à tout le monde leur vision environnementale des choses, alors même que sans discussion, si tu veux. Et dans ce cas-là, c'est la même tyrannie. On n'est pas dans la paix, quoi. On n'est pas dans la non-violence. On est dans un truc super violent. Et le truc, c'est qu'effectivement, quand tu creuses ces objectifs de développement durable, sont toujours plus ou moins adossés à un système où c'est les multinationales qui règnent sur le monde et la Banque mondiale. Et donc, ils sont pas clairs, quoi. C'est-à-dire qu'ils utilisent des arguments marketing entre guillemets, mais pour faire des trucs dégueulasses, quoi. C'est-à-dire que dans ces objectifs de développement durable, je crois pas que tu vas réussir à voir qu'il y a la liberté des semences, par exemple. Tout le travail de Vandana Shiva, etc. Et tu vas avoir plein de choses qui manquent, quoi, qui sont en creux. Et donc, c'est d'une espèce de marketing pour te vendre, finalement, une espèce de tyrannie qui décide ce que tu bouffes, ce que tu vis, comment sont tes champs, comment t'éduques tes enfants, etc.
et une tyrannie mondiale. Alors même qu'on a besoin de biodiversité, de spéciation, que c'est normal que ce soit pas tout à fait pareil à tel endroit qu'à tel autre, que ça correspond à la vie en fait. Et c'est parce qu'il y a de la biodiversité qu'il y a de la vie. Si on est tous pareils, à la fin, le système il est mort, quoi. Il faut donc maintenant que les Français se ressaisissent. Quand j'ai vu M. Macron, à un moment j'ai coupé le son et j'avais le sentiment, je ne sais pas si vous avez vu, il avait les yeux exorbités, il regardait comme ça, avec ce regard un peu étrange. À un moment j'ai pensé au serpent K, vous savez, dans le livre de la jungle version Walt Disney. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un qui, me semble-t-il, était là pour essayer de placer les Français sous hypnose. Aie confiance, crois en moi. Ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Y sont-nous, individuellement et collectivement, à la hauteur du moment. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République. Vive la France. Donc notre président est dans le dépassement, non pas de lui-même, mais dans le dépassement de ses actions. Il n'a jamais rien géré. Opportuniste, il trouve des solutions au coup par coup, au cas par cas. Là, il a trouvé la solution pour maintenir un pouvoir en place, le sien, pour justifier du fait que l'économie, évidemment, est par terre, parce qu'il n'a pas su à l'époque déjà la gérer, cette économie. Donc maintenant, à volo, évidemment, on balance de la subvention à tout va. On pourra toujours dire après que c'est le coronavirus qui est responsable de la faillite de la France et non pas sa mauvaise gestion, comme on peut évidemment aujourd'hui accuser le professeur Raoult de s'être dressé et d'avoir dit la vérité, parce qu'il n'y a rien de pire pour un pervers narcissique qu'on veuille lui démontrer qu'il a tort et que les autres ou un autre a raison. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus, sur ce sujet qui est toujours le même, qui est le sujet de la perversion narcissique. La gestion du coronavirus, le confinement, c'est un problème d'incohérence totale, incohérence que maîtrise parfaitement le pervers narcissique parce qu'il ne fait que improviser, théâtraliser ses actes et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne réagir qu'au cas par cas. Et puis surtout, j'ai noté qu'il n'a présenté aucune excuse pour les monstrueuses erreurs commises, aucune reconnaissance de sa propre responsabilité, aucun remords. Le discours de Macron repose dès le départ sur deux choses. Une absence totale d'un véritable bilan honnête de son action, d'une part. Deuxièmement, un mensonge éhonté. Et comment faire comprendre aux princes qui nous gouvernent que la corrélation n'existe pas et pourquoi un certain nombre, pardon de vous poser la question, mais quand même, Bernard Lascola, comment ça se fait qu'un certain nombre de scientifiques ou de conseillers scientifiques nient cela, disent non, absolument pas, il fallait faire comme ça, on ne pouvait pas faire autrement, il n'y avait pas d'alternative. Non, mais à la fin, si vous voulez, vous avez un monde de la vraie vie où on surveille les courbes, on regarde ce qui se passe, et puis vous avez une espèce de monde virtuel où on regarde les courbes, et après, en fonction de la pente de la courbe, on fait une prévision, comme si ça allait jamais s'arrêter. Mais un virus, quoi, ça marche pas comme ça, un virus, si vous voulez, on sait pas. Hein. C'est un truc passionnant, parce que honnêtement, le virus baisse, là, mais personne ne sait pourquoi. Et moi, en premier, alors si je pouvais découvrir ça, je serais heureux, j'aurais peut-être le prix Nobel. Mais en pratique, personne ne sait pourquoi ça chute comme ça. C'est ce que je trouve terrible, c'est que le premier confinement, à la limite, on ne savait pas. Donc on ne savait pas, on a fait ça, c'était une mesure dans l'affolement général, pourquoi pas. Mais quand même, on aurait pu regarder les chiffres du premier confinement et dire, apparemment, il n'y a pas de lien, notamment dans les égouts. Et là, ce coup-ci, on est en train de refaire exactement la même chose. Donc, 2 fois, j'espère que ça suffira pour prendre conscience que ça marche pas. Voilà. Est-ce que la dernière chose, quoi, c'est que on sortira ça un peu plus tard, je pense, j'espère, quoi. On a fait des prélèvements de surface avant le confinement pour savoir les endroits où il y avait le plus de virus. Voilà. Et les endroits où il y a le plus de virus,
c'est les endroits qui sont restés ouverts. Voilà, ceux qu'on a fermés, les restaurants, les magasins, il n'y en avait pas. Voilà. Mais ça, on verra ça plus tard. Ouais. Et donc, ce que vous dites, en tout cas, est-ce qu'il ne vaut pas mieux de dire, dans ces cas-là, ce que vous venez de dire et qui me paraît très sain? Écoutez, pour le moment, on ne sait pas, mais on sait qu'il n'y a pas cette corrélation et on ne va pas utiliser, justement, encore une fois et 10 fois, les mêmes armes qui ne tiennent pas. C'est ça le problème. Oui, mais si vous voulez, comme ce sera toujours les mêmes personnes, tant que c'est les mêmes personnes, ils diront pas on s'est trompé. Voilà, donc, si on change les personnes, peut-être on en aura d'autres qui auront notre avis, mais tant qu'on garde les mêmes, de toute façon, ils diront toujours la même chose. Sinon, ça veut dire qu'ils ont eu tort et qu'ils ont mis le pays en banqueroute. Donc, je ne crois pas qu'ils le diront. Donc, éteignez votre télé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la télé, mais éteignez votre téléphone portable. C'est ma prescription de médecin, là, pour le coup, je reviens. Éteignez votre télé, éteignez votre téléphone portable. Ne faites pas confiance au big data et à l'interprétation algorithmique du big data. Débranchez-vous de Waze, débranchez-vous de toutes les applications qui vous tracent. Faites que votre téléphone ne puisse pas vous écouter, etc. Et c'est pas être paranoïaque, c'est juste redonner le pouvoir qu'il faut à ces objets-là. Pour le moment, ces objets-là et les gens qui sont derrière, donc les multimilliardaires dans la Silicon Valley, qui sont complètement tarés, complètement pervers, ont décidé de s'emparer de votre vie, ne les laissez pas faire, en fait. Et ça, il suffit juste de dire non, de les empêcher de rentrer chez vous. Donc, n'écoutez pas le big data et l'interprétation algorithmique du big data. Tiens, j'ai une autre référence, tu peux mettre, c'est Eric Sadin. Eric Sadin, La vie algorithmique et intelligence artificielle, anatomie d'un anti-humanisme radical, un truc comme ça. Et c'est une trilogie, elle est incroyable. C'est super bien écrit. C'est de la philosophie, mais accessible. C'est aux éditions L'Échappée, je crois, un truc comme ça. Voilà, La vie algorithmique, super bien. Voilà, il dit tout, C'est un peu dark. Je vous cache pas que ça me pas la grosse grinta, mais voilà, vous pouvez en faire des bons profits, un bon fruit, parce que il a une façon de raconter les choses. Et c'est au scalpel, Il découpe le monde dans lequel on vit actuellement au scalpel. C'est un anatomiste, c'est hyper compréhensible. 2015. Donc Eric Sadin, je vous le recommande. Il est meilleur quand il écrit que quand il parle. Vous pouvez le voir dans Thinkerview, dans des trucs comme ça. Mais je trouve qu'il est vachement plus précis quand il l'écrit. Voilà. Donc voilà, éteignez la télé, éteignez les téléphones, ne faites pas confiance au big data et reprenez contact avec le réel, avec des vraies choses, avec des vrais gens. Et n'attendez pas de Messie, ça va se passer à côté de vous, en fait, dans la rue, et soufflez sur les braises du vivant. Soufflez sur les gens dont vous pensez qu'ils sont dans la résistance. Et avec ça, vous allez avoir un pouvoir incroyable. Et en plus, un retour sur investissement, mais au centuple. Et c'est ça qui est beau dans cette crise, c'est qu'on retrouve le don et le contre-don. On cherchait à tout mettre en système économique, mais en fait, vous n'avez jamais eu autant de crowdfunding, vous n'avez jamais eu autant d'entraide. Et donc là, si vous donnez un tout petit peu, vous allez voir qu'est-ce que vous recevez. Moi, j'ai reçu, j'ai des gens qui m'envoient des tableaux, qui m'envoient des lettres et tout, mais j'ai jamais reçu ça. C'est un cadeau, merci, C'est tellement beau, Donc, voilà, donnez un tout petit peu, vous allez voir, vous allez recevoir au centuple. Et en plus, vous allez être le héros de votre propre vie, et ça, c'est inoubliable. À la fin, on racontera toute cette histoire, on fera une grosse fête tous ensemble, là. Énorme teuf, Vraiment, énorme teuf. Et ça va être très, très sympa, Yes. C'est merveilleux, Louis. Je peux rien dire de ce que tu as dit. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci. Un immense merci. Ciao. Ciao. À bientôt, Louis. Una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco que debutó, a dos se fue que corrió, mi sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios, llevó alegría en el pueblo, luego de gloria en el suelo, cargué una cruz en los ojos por ser el mejor, por no venderme jamás al poder, enfrenté curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque no había de hacerlo yo.
Fama me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, que no dan deseos y usarla otra vez, involucrando mi